Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est à Ingzem. Sur place, il a rappelé les priorités de l'État pour cette zone stratégique et les ambitions de développer toutes les wilayas fraîchement créées. La cérémonie de remise des affectations budgétaires aux différents départements ministériels a été organisée aujourd'hui au CIC, une cérémonie qui vient concrétiser les décisions prises dans la loi de finances 2023, une loi qui va entamer les différentes réformes. Dans son édito, la revue Al-Jaysh revient sur la stratégie nationale d'investissement, sur la diversification de l'économie nationale. Elle revient également sur l'apport de l'industrie militaire à l'économie nationale. 2 tronçons du métro d'Alger verront bientôt le bout du tunnel. Il s'agit du tronçon qui relie Aïnaja Berraqi et celui qui relie Al-Harrach à l'aéroport d'Alger. Houari Boumediene, nous verrons les états d'avancement dans ce journal. Et au Maroc, les défenseurs des droits de l'homme reviennent en force sur le devant de la scène. À Meknès, c'est une manifestation qui a été organisée pour défendre un prisonnier politique qui appartient au mouvement Justice et Bienfaisance. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par cette visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Berred, dans la wilaya d'Ingzem. Sur place, il a rappelé que cette wilaya revêt une importance particulière car il s'agit de l'une des 10 wilayas sur lesquelles les grands ou de grands espoirs sont fondés par les pouvoirs publics pour en faire un axe principal afin d'atteindre les profondeurs de l'Afrique. Couverture de Khalida Hadjilali, commentaire signé Amélie Siritira. Ingzem, une wilaya frontalière de l'extrême sud fraîchement créée, est appelée à devenir un axe principal pour atteindre les profondeurs de l'Afrique. D'où la nécessité de promouvoir le développement dans la région et d'y insuffler une dynamique économique. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Berred, lors de cette visite de travail et d'inspection. في بلدنا القارة بإنجزام في المعبر ما بين إذن دولتنا ودولة النيجر. هذا المعبر الذي أقر السيد رئيس الجمهورية إعادة الاعتبار له وإعادة تأهيله. Nous sommes aujourd'hui à l'extrême sud du pays, à Ingzem, au niveau du passage frontalier avec le Niger. Ce passage frontalier que le président de la République a décidé de revaloriser puisqu'il connaît une dynamique économique intense, notamment à travers le troc. Il faut savoir qu'il y a plus de 400 camions qui passent par cette wilaya quotidiennement. Nous devons d'ailleurs accorder une grande importance à ce genre d'échange, d'autant plus que le président de la République œuvre à ce que notre économie ait une étendue africaine, notamment après la prise d'importantes mesures dans ce sens, comme l'ouverture de banques et la réhabilitation des axes routiers vers ces pays, ainsi que la simplification des procédures à tous les niveaux. Nous remarquons d'ailleurs la concrétisation d'importants projets sur le terrain, comme la création de la zone de libre-échange. Il faut savoir aussi que nous œuvrons à faciliter et à améliorer ces conditions à travers l'accompagnement des collectivités locales au niveau de Ingzem, ainsi que dans les 9 autres wilayas fraîchement créées. Ingzem est d'ailleurs la 4e wilaya que nous visitons afin de nous enquérir de très près du développement de cette wilaya frontalière. Nous allons continuer nos visites au niveau du reste des wilayas nouvellement promus afin d'appliquer les instructions du président de la République et l'application de son programme de développement prometteur. Et cela ne peut être concrétisé que par l'instauration de la sécurité. Je tiens d'ailleurs à saluer le rôle crucial de nos soldats de l'ANP pour le rôle qui consiste à protéger le pays. Nous les remercions pour leurs efforts. De larges espoirs sont fondés sur cette wilaya qui connaît de nombreux projets de développement pour améliorer notamment le cadre de vie des citoyens.
Et dans l'actualité de ce jeudi au CIC, le ministre des Finances, Brahim Jamel Kessali, a présidé aujourd'hui la cérémonie de remise des affectations budgétaires aux différents départements ministériels, mais également pour la première fois aux institutions publiques. Le ministre des Finances qui a assuré que la loi de finances 2023 n'est pas comme celle des années précédentes, car elle sera consacrée à la mise en œuvre des différentes réformes. Couverture signée Amel Barba. La remise des affectations budgétaires aux départements ministériels et aux institutions publiques pour l'année 2023 est marquée par l'entrée en vigueur d'un nouveau mode de gestion des finances publiques. Selon le ministre des Finances, il s'agit là d'une nouvelle approche budgétaire axée sur les objectifs et la performance des programmes, conformément à la loi organique 1815 relative aux lois de finances qui entre en application cette année. 2023 sera l'année de l'application des réformes. Le ministère des Finances ne lésinera pas sur les efforts pour faire aboutir ces réformes dans leur contexte national qui consacre les principes budgétaires tels que promulgués dans la loi organique 1815. Ce nouveau système budgétaire qui permettra une plus grande transparence et efficience dans la gestion vient s'ajouter aux réformes déjà entamées par le ministère des Finances pour le renforcement de ce système et l'amendement du Code des marchés publics et la loi relative à la coopération entre le secteur public et privé. La remise des affectations budgétaires intervient cette année dans un contexte particulier. À partir de cette année, chaque institution publique va avoir son budget, programme, au même titre que les ministères. C'est pour cela que le portefeuille de programme qui est constitué de 50 portefeuilles de programmes, 33 pour les ministères et 17 portefeuilles de programmes pour les institutions publiques. Le programme du gouvernement vise justement à améliorer d'abord le pouvoir d'achat des citoyens et surtout donc à participer également à la relance économique à travers le montant des investissements qui sont contenus de cette loi de finances. Donc une grande partie de ces crédits sont destinés d'abord au soutien des produits de première nécessité. Le montant est de 640 milliards de dinars. Et bien sûr, une autre partie qui est destinée aussi à l'augmentation des salaires, qui est approximativement pour cette année de 350 milliards de dinars. Ce budget qui est constitué de 50 portefeuilles pour les ministères et les institutions publiques qui sont composés de 141 programmes qui sont à leur tour composés auprès de 307 sous-programmes. Ce premier budget pour le gouvernement algérien, le premier budget programme et de performance qui concrétise la mise en place effective de la loi organique 1815 relative aux lois de finances. De nouvelles dispositions de nature à assurer transparence et efficacité dans la gestion des finances publiques avec un impact positif sur le pouvoir d'achat ainsi que sur le programme d'investissement et la maîtrise des dépenses publiques. Nous revenons dans ce journal sur le dernier numéro de la revue El Jaish. L'édito est intitulé « Bilan positif et perspectives prometteuses ». L'édito revient sur la stratégie nationale d'investissement, de diversification de l'économie nationale. Il revient également sur l'apport de l'industrie militaire qualifiée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, de locomotive de l'industrie nationale. Commentaire signé Walid Yousfi. Bilan positif et perspectives prometteuses, c'est le titre du dernier édito de la revue El Jaish. L'éditorialiste revient sur les avancées remarquables réalisées par l'Algérie, notamment sur le plan économique, à travers la mise en œuvre de projets structurants et régionaux et l'ouverture de larges possibilités de coopération et de partenariat dans divers domaines stratégiques. Parallèlement à ces réformes, des décisions à caractère social inédites ont été prises, plaçant le citoyen au cœur des préoccupations afin d'améliorer son cadre de vie et de préserver son pouvoir d'achat. Parmi ces mesures phares, l'allocation chômage au profit des jeunes, l'augmentation des salaires ainsi que la poursuite de programmes de réalisation de logements sous différentes formes. Sur la scène diplomatique, l'Algérie, connue pour ses positions constantes, a marqué un retour retentissant et une activité intense dans divers forats internationaux.
L'événement phare de cette année aura été le succès de l'Algérie dans sa démarche d'unification des rangs arabes à l'occasion du 31e sommet de la Ligue des États arabes tenu à Alger. Un sommet qui a pris fin par l'adoption de décisions importantes, dont le soutien à la cause palestinienne et le renforcement de l'action commune arabe. Dans le domaine de la défense, le président de la République a insisté à poursuivre l'œuvre de développement et de modernisation de toutes les composantes de l'armée nationale populaire et sa promotion pour relever tous les défis. Le chef de l'État a notamment mis l'accent sur la nécessité d'améliorer de manière continue le niveau des industries militaires dans leurs différentes branches. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, les détachements de l'ANP ont obtenu des résultats remarquables, des résultats qui témoignent d'une excellente préparation au combat, d'une formation de haut niveau et de vigilance permanente de l'institution militaire, comme l'a affirmé à maintes reprises le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ce qui reflète la détermination de poursuivre le processus d'édification de la nouvelle Algérie. Et on vous propose dans ce journal de s'arrêter devant les derniers avancements des deux chantiers du métro d'Alger. Il s'agit du tronçon qui relie Ain Aja à Barraqi, le tronçon qui relie Al-Harrach à l'aéroport d'Alger Houari Boumediene. Les deux tronçons seront achevés d'ici mars 2024. Le ministre des Transports, Kamel Beljoud, était accompagné par le ministre des Travaux publics. Couverture signée Raouf Hamouch. Les différents projets d'extension du métro d'Alger connaissent une très bonne cadence dans l'avancement des travaux, notamment au niveau de la station reliant Al-Harrach à l'aéroport Houari Boumediene et la ligne reliant la station de Ain Aja à Barraqi, où se sont rendus le ministre des Transports Kamel Beljoud, accompagné du ministre des Travaux publics et de l'hydraulique et des infrastructures de base, ainsi que le Wali d'Alger. Le taux d'avancement il atteint les 80% pour le volet génie civil. Quant au tronçon qui lie Al-Harrach vers l'aéroport de Houari Boumediene, aussi le taux d'avancement est très appréciable, il dépasse les 80%. De toutes les manières, pour le génie civil, on compte livrer les deux projets d'ici la fin de l'année 2023, au plus tard le premier trimestre 2024. Concernant le système intégral de gestion de ces deux projets qui comprend l'électricité, la ventilation, les télécommunications ainsi que les aménagements intérieurs et extérieurs, le ministre des Transports a insisté sur le respect des délais de livraison. Là, pour le système intégral, j'annonce que nous avons les crédits nécessaires, donc le problème de financement ne se pose pas. Les cahiers des charges sont prêts. Et il reste une décision à prendre en coordination avec Monsieur le Premier ministre, c'est soit d'aller vers un appel d'offres national et international ou d'aller vers un gré à gré avec des gré à gré simples. Dernière halte pour le ministre des Transports, la plus grande gare en Algérie, la gare routière de Kharouba, qui a été dotée de structures et d'équipements modernes qui répondent aux normes de sécurité et de confort, notamment avec le lancement de l'application Mahtati. Comme vous le savez, dans la politique de numérisation du secteur du transport, une application sous le nom de Mahtati a été lancée à destination des usagers qui pourront consulter les horaires des voyages disponibles sans avoir à se déplacer. Le ministre des Transports a souligné que son département veillera au respect des délais de réalisation, de livraison des différents projets qui, une fois finalisés, permettront de faciliter le transport au niveau de la capitale. Autre grand titre de l'actualité de ce jeudi, le CHAN est en prévision du match amical qui va opposer l'équipe nationale à l'équipe du Ghana. La Fédération algérienne de football a ouvert le stade de Barraqi à la presse nationale. Une rencontre qui va s'inscrire justement dans le cadre des préparatifs du CHAN. Sid Ahmed Bouraïb était sur place, on regarde. On regarde donc Sid Ahmed Bouraïb qui était sur place. La séance d'entraînement se poursuit. On a vu des joueurs souriants, des joueurs très motivés pour attaquer ce CHAN. J'ai à mes côtés M. Saleh Bey Aboud, qui est officier média de la sélection nationale. M. Saleh Bey Aboud, bonsoir. Vous êtes tous les jours avec les joueurs. Donc comment est l'ambiance au sein du groupe ?
Voilà, je peux dire que l'ambiance elle est vraiment extraordinaire, hein. Les joueurs sont très motivés. Il faut dire aussi que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Depuis le début de cette aventure, de cette sélection à prime sous la coupe de M. Majid Bouguerra, l'ambiance a été toujours impeccable. Là, nous sommes à quand même une semaine de la compétition, donc on sent quand même une certaine pression positive, bien évidemment, sur les épaules des joueurs qui sentent en même temps la responsabilité qu'ils ont pour justement performer durant cette compétition et pourquoi pas offrir à l'Algérie un autre titre qui viendra garnir la vitrine du football algérien. Monsieur Salah Aboud, le facteur public est très important, donc un mot pour tous ces Algériens qui se déplaceront pour soutenir l'équipe dans les 4 stades. Bon, d'abord, nous avons appris que les tickets pour le premier match ont été tous vendus, c'est ce qui est déjà excellent et ça donne un engouement et aussi une motivation supplémentaire pour les joueurs et pour l'équipe. J'espère que ça sera le cas également samedi face au Ghana et je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes pour justement assister à ce match. Maintenant, pour les autres groupes et les autres villes, je suis persuadé que le public algérien qui adore le football, qui est passionné de football, ira voir pratiquement tous les matchs et découvrir un peu le football africain sous d'autres facettes et puis donner une belle image de fair play, de fête du football, parce que c'est ça également le but, c'est une compétition importante pour la CAF et pour l'Algérie et ça nous fera également un test pour d'autres événements sportifs, notamment dans le cadre du football. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Salah Aboud, pour ce précieux temps. J'aimerais juste ajouter une chose. Ce stade de Berraqi est un grand acquis pour l'Algérie. C'est dire qu'avec des tribunes pleines, ça sera vraiment quelque chose d'énorme. Voilà pour cette interview réalisée par Sid Ahmed Bouraïb. Et justement, nous restons au stade de Berraqi qui va accueillir le premier match inaugural du CHAN. Il est fin prêt. Plusieurs équipes se relient sur place, vous allez le voir, afin d'apporter les dernières touches. Le stade est doté des équipements technologiques les plus modernes. Visite guidée avec Saïd Fellak. Le nouveau stade de Berraqi, hôte de la cérémonie d'ouverture et du premier match du CHAN 2022, est désormais prêt pour cet événement continental. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour apporter les derniers réglages et le nettoyage de l'enceinte avant notamment le match inaugural. Les travaux ont été achevés le 5 juillet 2022. Après, la deuxième phase, c'était les essais sur les équipements techniques. Comme vous savez, c'est un stade qui est doté des dernières technologies. Donc il sera équivalent à beaucoup de stades de renommée mondiale. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est des opérations de nettoyage, des petites retouches. Le stade est prêt. Équipement majeur de la métropole algéroise, répond aux normes exigées par la FIFA et est dédié exclusivement au football de haut niveau. Réalisé sur 68 hectares, dont 5 hectares bâtis, il comprend toutes les installations nécessaires pour organiser des événements footballistiques mondiaux ou régionaux, à savoir un hôtel de 50 chambres, une salle de conférence pouvant accueillir 258 places, un espace média et presse ainsi qu'un pôle commercial. À l'extérieur, avec 13 hectares de parking pouvant accueillir jusqu'à 2534 places entre véhicules et bus et 16 hectares aménagés en parc de loisirs et espaces verts, le public et les officiels de l'enceinte profiteront d'un confort remarquable. Les deux pelouses hybrides de 7e génération sont de technologie air fibre. La pelouse principale bénéficie d'un système de luminothérapie de haute qualité pour assurer la photothérapie vu la morphologie de la couverture qui bloque l'ensoleillement. Le stade dispose de 4 vestiaires normes FIFA, 2 grands restaurants, 42 buvettes ainsi que 22 loges VIP. Niveau sécurité, il est doté d'un système de surveillance par caméra et des portiques électroniques. On a donc réalisé ce stade dans un délai record, je dis bien dans un délai record. Alhamdoulilah, le résultat il est là. Donc on achève ce projet et on assure, Inch'Allah, et même on va avec bien sûr l'équipe de l'MGS, donc on va assurer donc l'assistance technique pendant CHAN. Pour ce projet, il faudrait passer juste un mot. Donc s'assurer d'une chose, la protection de ce projet.
par l'ensemble des éléments donc, qui vont venir voir un ou deux matchs ou plusieurs matchs. Ce bijou architectural de la capitale, ajouté à ceux de Miloudet Fidoran, de Tizi Ouzou et de Douira, consolideront fortement le dossier de l'Algérie pour rafler en février prochain l'organisation d'une autre compétition africaine, celle de la CAN 2025. Et parmi les villes justement qui vont accueillir les matchs de cette compétition africaine, Oran El Bahia qui se met sur son 31. La ville dispose, comme vous le savez, d'importantes infrastructures sportives qui lui ont permis d'accueillir entre autres les Jeux méditerranéens l'année dernière. Retour sur ses préparatifs avec Sid Ahmed Bouraïb. Oran El Bahia renoue avec les grands événements. La ville avait subjugué ses hôtes lors des derniers Jeux méditerranéens par sa beauté et l'hospitalité de ses habitants. Elle le fera à nouveau. Oran souhaite la bienvenue à l'Afrique le temps du Chan. Ceux qui auront la chance d'être dans la capitale de l'Ouest ne profiteront pas seulement des infrastructures sportives, mais également des sites touristiques et des hôtels luxueux, un séjour qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Le stade Miloud Hadfi qui a connu quelques petites retouches est fin prêt pour accueillir les matchs des groupes D et E. Une enceinte en normes internationales qui dispose de toutes les commodités nécessaires pour accueillir des rencontres de très haut niveau et des tribunes confortables qui permettront aux spectateurs de suivre les rencontres à leur aise. À Oran, tout le monde attend le Chan avec impatience pour vivre l'ambiance exceptionnelle d'un tel événement, car les habitants de la région sont connus pour être des amoureux de la balle ronde. Voilà pour cette page consacrée au Chan. Dans l'actualité internationale au Maroc, les défenseurs des droits de l'homme reviennent au devant de la scène, cette fois pour dénoncer l'incarcération de Mohamed Arab, un membre du mouvement politique Justice et Bienfaisance. Les manifestants demandent sa libération immédiate devant le tribunal de Meknès. Les détails avec Marim Demis. Devant le tribunal de Meknès, de nombreux militants et défenseurs des droits de l'homme se sont mobilisés pour soutenir et protester contre l'arrestation arbitraire et sans fondement du docteur Mohamed Baassou Arab, réclamant sa libération immédiate. Ce dernier paye pour son appartenance au mouvement politique Justice et Bienfaisance, connu pour sa position et son combat contre le régime du Merzane. Depuis des années, l'État marocain a mis en place une série de mesures et de restrictions pour étouffer les activités de ce mouvement politique. فوجئنا في جماعة الإحسان بمكناس بتلفيق تهم. لا زال المخزن مصر على صورته وعلى نمطه التقليدي في إلصاق التهم. مصر على تهمه التقليدية التي يلصقها بالمعارضين السياسيين. أساليب بدائية مصر المخزن عليها. يبدو أن العقل المخزني عقل يعاني من الانحباس ويعاني من البواري ويعاني من الخسران. إصراره على مثل هذه التهم التي لا يصدقها حتى الصبية، بل أن يصدقها العقل الراشد، بل أن تصدقها المنظمات الحقوقية التي أصبحت تمج مثل هذه الأساليب. لكن نقف في وجه هذه الأساليب الدنيئة لنعلن للرأي العام والخاص على أن الظلم الذي يطالنا بسبب مواقفنا الصريحة والواضحة. السي باسو اعتقل لأنه عضو في جماعة العدل والإحسان وقيادي في جماعة الإحسان، جماعة العدل والإحسان المعروفة بمواقفها الصريحة والواضحة مما يمارس من ظلم ومن استبداد على هذه البلاد. Les
protestataires ont également dénoncé la façon dont les dossiers des opposants ont été fabriqués pour masquer l'incompétence à tous les niveaux du Makhzen, qui fait face depuis plusieurs mois à des mouvements de protestation sans précédent, avec des Marocains fermement engagés dans leur combat pour la dignité, condamnant ce qu'ils qualifient d'actes de mépris envers les doléances légitimes d'un peuple lésé dans ses droits les plus élémentaires. Et toujours à l'international en Palestine, c'est une libération qui a fait des heureux aujourd'hui. Karim Younes retrouve la liberté après 40 ans passés dans les prisons du colonisateur. Il s'agit du prisonnier qui a passé le plus de temps en prison. Il est considéré aujourd'hui comme un symbole de résistance. Correspondance de Wissam Abou Zaid, commentaire signé Malim Damis. Après avoir passé 40 ans en prison, Karim Younes est enfin libre. Dès sa sortie, il s'est dirigé vers le cimetière pour se recueillir sur la tombe de ses parents et les membres de sa famille décédés pendant son incarcération. C'est ma première nuit en dehors de la prison. Le monde a changé, mais avec l'aide de mes proches, je vais m'intégrer dans cette société. J'ai passé 40 ans en prison et j'ai laissé derrière moi beaucoup de prisonniers. Devenu un symbole pour les Palestiniens, Karim Younes a été libéré très tôt le matin par l'entité sioniste. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Nous sommes heureux de la libération de notre héros, Karim Younes, qui a passé 40 ans derrière les barreaux. Il est un exemple pour tout le peuple palestinien. Il y a plus de 550 détenus palestiniens dans les prisons de l'occupant, condamnés à perpétuité. Aujourd'hui, nous sommes heureux de la libération de Karim Younes qui a passé 40 ans de sa vie en prison. Au moment où un projet de loi se prépare par l'entité sioniste sur l'exécution des prisonniers palestiniens, plus de 4700 détenus se trouvent derrière les barreaux, incarcérés parce qu'ils ont défendu leur terre et leur honneur. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.